Alors, bonjour tout le monde. Oui, ce sera une vidéo en français, c'est juste que j'ai la flemme. Il doit être. Ouais, il est 1h20 du matin, j'arrive pas à dormir, du coup je vais expliquer les fichiers GSC et plus ou moins en détail. Donc, qu'est-ce que c'est un fichier GSC? Un fichier GSC, ça va être un script qui va être exécuté par un Call of Duty. Du coup, ça peut être n'importe lequel, hein. Je crois n'importe quel Call of Duty, il y avait des GSC. Ici, nous allons utiliser comme exemple System Shared de Black Ops 4, mais c'est valable pour tous les GSC que je sache de Treyarch à partir de Black Ops 3. Et pour les GSC à partir de M2A3 et Black Ops 6. Pour les autres, je n'ai jamais travaillé dessus, du coup je ne saurais pas dire, mais de ce que j'ai compris, c'est différent. Alors, comment est composé un fichier GSC? Déjà, on peut l'ouvrir dans HXD, qui permet de voir directement tout, tout le fichier binaire. La première chose qu'on voit, c'est présent sur... dès qu'on veut faire un format binaire, on va ajouter ceci. Ça va être le magique du fichier. Le magique pour un fichier GSC, c'est en 64 bits. Et c'est juste ici, c'est à l'indice 0. Du coup, il est là. Si je le copie ici dans mon fichier, si je zoome, non, voilà, c'est cette valeur-là. Alors, comment ceci se lit? C'est beaucoup plus simple avec la version en texte. Nous avons un symbole. Suivant le script, ça peut être 80 pour Black Ops 3, Black Ops 4 ou Black Ops Cold War. Pour MW3, ici nous avons une autre valeur, et pour Black Ops 6, pareil. Sinon, suivi de GSC, et un seul ligne, un retour de caractère, et un backslash 0. Ensuite, nous avons ici 36. C'est ce 36 qui va nous intéresser, parce que ici, nous avons la description comme quoi nous avons un fichier GSC. Et ici, nous avons ce qu'on appelle la révision du script. Donc, la révision du script, ça va être quel jeu est en train d'être exécuté. Du coup, 36, ça va être Black Ops 4. 37, ça va être Black Ops Cold War, que ça soit pendant son développement ou la première version du jeu, enfin l'une des premières versions du jeu, parce que rapidement on est passé sous VM38 sur Black Ops Cold War. Euh, D'après des gens, c'est parce que certains petits malins s'amusaient à modder Cold War et qu'ils n'ont pas trop aimé. Et même principe pour Black Ops 3 où c'est 1C, 1B pour V3. Et ensuite, un peu plus tard, ils ont mis 1C, je pense que c'était pour le mode tool, je suis pas sûr. J'étais pas là à l'époque. Et voilà. Du coup, quand ici, à cet endroit-là, on a un nombre, ça va être la révision. Je le dis comme ça, mais il y a une petite différence sur les scripts M2A3, Black Ops 6, il reste. La révision, elle va être ici, du coup à la place de ce 80. Du coup, 80A, ça va être M2A3 lors de sa sortie. À peu près en mai, ils sont passés à 8B. Et c'était juste ça, ajouter de l'inscription, c'était un peu plus bizarre, mais c'était la même chose. Pour Black Ops 6, la bêta qui a leak, c'était 0.6, c'était sympa, ça faisait Black Ops 6. Et pour la version bêta qui vient de se terminer, je crois, vu que j'ai pas trop joué, je saurais pas dire, c'était 0.7. Enfin bref, on s'en fout, c'est juste comme ça pour expliquer le Magic. C'est aussi pour ça que si vous utilisez le décompilateur, comme ici, vous notez que il arrive à décompiler le script sans demander la VM, parce que le premier truc qu'il fait, c'est qu'il va lire le nombre ici, et voir si c'est Black Ops 4, du coup il va décompiler en Black Ops 4.
Si jamais c'était pour Black Ops Cold War, il aurait ici Black Ops Cold War, et ainsi de suite. Voilà. Bon, alors, j'explique ici parce que j'ai mis un peu de code. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement dans mes outils d'analyse quelque chose. Hein. C'est juste pour... Ça va lire dans un string ce que je vais lui passer en premier paramètre. Du coup, ça va être le fichier, et ça va le lire ici. Et je vais le lire comme ça avec GSCDemo que j'ai enregistré ici, suivi de mon nom de fichier. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est que déjà on peut le convertir en pointeur directement. Du coup, data et un podcast. Voilà. On peut print le magic. Du coup, hop. Si on fait ici, on convertit ça dans un entier en 64 bits qu'on va PTR. Hop, je recompile, je virer ça, on s'en fout. Et bah si on fait ça, on voit qu'ici il va me print ceci. Si on veut la version avec, soyons fous, hop, on peut faire PTR 7, custom int, fixe un chat. Et là, ça va nous print normalement le 36. Voilà, du coup ça on peut déjà dire. Ensuite, qu'est-ce qui se compose dans ce fichier? Bon, il y a toute cette partie-là, ça va être la description du script. Je vais pas vous expliquer comme ça avec le fichier binaire. Je me suis déjà embêté à tout décrypter. Du coup, voilà de comment ça se compose. Du coup, en premier, les 8 premiers bytes, ça va être les premiers octets, ça va être le magic. C'est ce que j'ai expliqué. Ensuite, ça va être simplement un checksum pour vérifier, ça n'a pas vraiment d'importance sur Black Ops 4. Ça a sa petite importance plus tard dans les autres, sur Cold War, Black Ops 6, et un peu sur MW3. Mais sinon, c'est pas trop utile. Le nom du script, ce qui peut être important si on veut le nom. Et d'autres parties que je vais expliquer plus tard. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement ici, au lieu de cast, je vais mettre mon objet et je vais directement mettre EDR. Voilà. Bon. Et du coup, comme ça, je peux directement accéder à la structure et pas trop m'embêter. Alors, ici, je vais montrer directement la valeur parce que dans Black Ops 4, petite particularité, quand on print le nom ici, hop, on a ceci. Ceci, c'est quoi? Ça va être un hash. Si vous n'êtes pas trop familier avec tout ce qui est hachage et compagnie, est-ce que je peux montrer? Hop, ça charge. Voilà. Donc, il y a. Qu'est-ce que c'est un hash? C'est simplement, on prend une chaîne de caractères, genre script, et on va la hasher pour que ce soit un nombre. A noter que cette action n'est pas réversible, donc par exemple si on hash cette valeur là, et elle va devenir celle-ci. Mais si on a celle-ci, si on ne connaît pas cette valeur là, on ne peut pas vraiment partir de cette valeur et revenir ici. Le seul moyen de trouver, c'est d'essayer toutes les possibilités pour essayer d'obtenir ceci. Ce qu'on a fait. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on sait que le script ici, ça doit être quelque chose. Si je me suis gouré. Je me suis gouré. Voilà, c'est ça, c'est cette valeur-là. Du coup, 39, ici on peut vérifier si c'est exactement la même. Et il y a un système automatique qui est fait, que je vais juste te montrer. C'est pour ça que j'utilise mes outils. Hop, si je lui passe le nom du script, et qu'on compile évidemment, et qu'on compile en ça, parce que ce n'est plus un nombre, on peut voir que
ça prend un peu plus de temps parce que ça lit tous les hash, que ça nous récupère le nom des hachés. Je vais principalement utiliser ça là-dedans, hein. Ça va être pour que ce soit beaucoup plus lisible que simplement des nombres. Du coup là c'est juste pour lire le nombre par défaut. Donc ça je peux le laisser après. Et je vais expliquer chacune des autres parties du script. Du coup une fois qu'on a passé le nom, le CRC et tout ça, la première partie ça va être les includes. Alors je vais montrer un exemple. Bah, voilà, je dois avoir des compagnies. Voilà. Pas du tout pratique. Du coup, ici on a les includes. Qu'est-ce que c'est? Ça va être des scripts qui vont être réutilisés à l'intérieur de ce script. Si on ouvre ici, par exemple, si on va dans n'importe quel script en fait, un script qui semble être utilisé, voilà. Ici on a tous les includes qui vont être utilisés par ce script. Et celui-là n'est pas utilisé, génial, voilà. Et si on a besoin d'utiliser une fonction qui est à l'intérieur de ce script, et ben on peut la réutiliser comme ceci. Et directement, là, ça va être géré par le jeu, il va lier cette fonction lorsque ça va être exécuté, mais pour ça, il faut l'include. Alors, comment ça fonctionne les includes? C'est comme à peu près tout dans les scripts. On a deux valeurs, du coup, on a le offset, c'est là où va être là, tous les includes dans le fichier. Et on aura le nombre d'includes qui va expliquer à partir de ce offset ici dans le fichier combien il y en a. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est, vu que les includes sont des hash, au même titre que le nom ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ptr, et on va faire, qu'est-ce que je vais prendre là, object magic. Magic c'est le début, mais je peux directement écrire ptr en vrai. Object.includes offset. Tout ça, je le caste en hash, en pointeur vers hash. Et ensuite, avec un petit for qui va de object comme ceci, je peux print un petit truc qui va être cover format using mon include, hop, et entre crochets i. Et là normalement, ce que ça va afficher, tous les includes de ce script. Du coup, voilà, il y en a un ici, celui-ci, Plexis shared, hop, system shared, et le voilà. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué, hein. Ça fera plus tard que ça va s'allonger. Alors, hop, je vais juste sauter une ligne. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre que je pourrais expliquer? Ouais, je vais expliquer les exports. Alors, qu'est-ce qu'un export? Alors, même principe. On a export. Voilà, et values. Du coup, on a l'offset et le nombre. Du coup, exactement le même principe, hein. Toujours, j'explique la structure, je l'ai déjà décodée, du coup je l'utilise comme ça, mais en réalité, c'est beaucoup plus chiant parce qu'il faut trouver tous les décalages et tout ce qu'il y a. Et du coup, qu'est-ce que contient cette structure? Elle contient le checksum, du coup même principe que pour le script, ça va être quelque chose qui n'est pas utilisé. D'ailleurs, je crois que ce n'est même plus présent dans Black Ops 6 ou M2E3. L'adresse ou le code est présent, j'expliquerai ça plus tard. Le nom du script, du coup, si je vais ici et que je me cale 50-50, le nom du script, du coup, ce sera register. Le namespace, du coup, ici, on a un croisillon namespace system. Du coup, ici, system, c'est le namespace, et register, ça va être le name.
Callback event, ouais, je peux l'expliquer. En fait, en GSC, il existe des fonctions particulières, voilà, des event handlers, qui, quand le moteur va produire cet événement, du coup, par exemple ici, que le mode de jeu est en train de démarrer, ça va appeler cette fonction. Et en fait, ici, à cet emplacement-là, il y a la possibilité de mettre une valeur. Du coup, cette valeur, c'est l'événement. Et il sera posé ici. Mais je vais pas expliquer ça, c'est pas trop nécessaire. Ici, le nombre de paramètres. Du coup, je les prête ici, dans cette valeur-là, ça va être 4. Du coup, 4 paramètres. C'est pas vraiment nécessaire, mais c'est nécessaire plus tard pour l'édition lien, que j'expliquerai avec les imports. Les flags, qu'est-ce que c'est? Ça va être. Est-ce que j'ai des exemples? Voilà. Du coup, par exemple, autoexec, ça va être un flag. Ici, event handler aussi, c'est un flag, en plus de ceci. Est-ce que j'ai. Voilà, private aussi, c'est un flag. J'en oublie sûrement plein. Ouais, j'en oublie quelques-uns. Et podding, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire exactement le même principe que pour notre ami précédent. Du coup, object export count. On peut faire export exp qui va être notre export. Et on peut print aucune idée ce qu'on peut print function. Je vais mettre le namespace. Hop. Et je sais pas, on va écrire le nombre de paramètres. Allez, pour la blague. Ouais, voilà. Alors. J'utilise extract namespace de namespace. Non, tu peux pas me faire shift. Ok. C'est bien allé. Ici, ça va être une function, ça va être le nom. Et on veut à la fin le petit par count. Et vu que c'est un byte, il faut le cast en int. Voilà. Hop. J'ai rien oublié, je crois. Du coup, on peut compiler. On peut print ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction system register. Voilà, avec 4 paramètres. Et voilà. Ici, post-exec. Il n'y a pas de blast, du coup, pareil. Un paramètre, 0 paramètre, 0 paramètre. C'est pourtant rien vraiment de compliqué pour l'instant. Voilà. Alors, ici, on peut voir que sur tous ces paramètres, j'ai tous expliqué, sauf un qui est adresse. Et qu'est-ce que ça va être adresse? Et bah, ça va être que je vais sortir paint. Hop. En gros, qu'est-ce qu'on a? On a notre fichier ici, qu'on va montrer comme ceci. Dans ce fichier, on a un header. Ok, voilà. Dans le header, non, tu m'en fous. On a le magic en plus petit, j'ai dit, qui va être au tout début. Un endroit assez random, il y aura les exports qui vont dire où est-ce que sera. Allez, on va prendre du vert parce que j'aime bien le vert. Où est-ce que seront les exports dans ce fichier? Une fois que c'est fait, ici on a la table des exports. Du coup, c'est tous ces éléments-là. Du coup, le checksum, l'adresse, les éléments. Et dans ces éléments-là, à un endroit précis, on aura l'adresse. Ouais, on peut décaler ça. Hop. Et qu'est-ce que ça va être l'adresse? Ça va dire au jeu
où est-ce que dans le code, ouais, on va faire ça devant, même si en réalité c'est en arrière, où est-ce que le code se situe. Et ensuite, toute cette partie-là, ça va être le code exécuté pour la fonction. En réalité, je vous l'indique juste pour la forme, mais ici, il y a 8 octets qui sont mis à 0. Ils sont jamais touchés, mais ça marche pas s'ils sont pas mis. Du coup, ils existent, mais je précise juste comme ça. En réalité, on s'en tape. Et qu'est-ce qu'est ce code ici? Et bah pour ceci, je vais plus utiliser. Ouais, je peux utiliser ça au pire. Ouais, on va quand même faire ça pour la blague. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être. Il me faut quoi? Ouais, cd string buffer. C'est pas ça, si je crois. Non. String. Je me souviens jamais. Ouais, 2 secondes. Moi qui ne connais pas trop le C++, je vais quand même vérifier. C'est... Ouais, string qu'il me fait. Ok, ça marche. Ouais. Hop. Du coup, notre bytecode qui est exécuté, bytecode, il se trouve au début de notre fichier, plus à l'export l'adresse. Du coup, en prenant le début de notre fichier plus l'adresse, et bah du coup on prend l'adresse, la valeur ici, on prend le début du fichier, on fait plus ça et on obtient cette valeur ici. On obtient un bytecode. Et sur ce bytecode, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 16 premiers et on va l'ajouter au script. Je vais juste mettre W 2 cette file. Voilà, ça va être juste pour que ce soit un peu plus joli à lire. Et on va prendre le bytecode de i. Je vais agrandir. Voilà. Et un petit souligne. Voilà, du coup là ça va afficher tous les octets pour le début de la fonction. Hop. Ou pas, parce que je suis un abruti. str. Voilà. C'est mieux si on print, en effet. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors tout ça, ça va être le code qui va être exécuté par la VM, enfin du coup par le jeu. Comment est-ce qu'on lit tout ça Alors ici nous avons ce qui va être les valeurs qui vont être exécutées. Du coup sur Black Ops 4, Black Ops 3, le 1, la deuxième version après le mode tool et tout ce après du coup Cold War, mais pas les autres. Ça va être sur 2 octets. Du coup cette valeur là elle représente une opération qui en réalité la même chaque fois, c'est juste qu'elle a différentes fois le même nom. Enfin, elle a différents numéros pour la même chose. Et ce que ça va dire, cette opération, c'est créer les variables par défaut de la fonction. Du coup, est-ce que j'ai l'exemple? Voilà. Comment sont faits sur Black Ops 4 ces variables-là? Du coup, les variables, ça va être tous les paramètres, plus toutes les variables locales. Ce qui est pas mal dans ce script, c'est qu'il y en a pas de variables locales, j'ai l'impression. Super. Bon. Ouais, même pas.
Du coup, ça va créer les paramètres plus les variables locales. Du coup, ici, ça va être 4. On peut voir ici la valeur de 4. Ici, même principe, on peut voir la valeur de 1, 5, 4, 5 pour celui-ci. 5 pour celui-ci. Parce que c'est lequel? Ah, c'est celui-là. Voilà, du coup, en théorie, il y a une variable locale. Bizarre. On dirait pas. Ouais, on s'en fout au pire. Marrant ça. Tiens, je vais décompiler pour la blague. Oui, voir. Tiens, ça va faire un bon exemple en plus. C'est pas là. C'est dans l'autre. Voilà. Du coup, c'est celui-là que je parlais. Du coup, les deux premiers octets qui sont ici. Oui, c'est inversé, c'est en petit boutiste sur Windows. Du coup, les deux premiers octets qui sont ici vont dire la variable. Là, c'est le nom du paramètre et le nombre de variables. Celui que je trouvais un peu bizarre, c'est 5 ici. Et c'est qu'il doit avoir un for each, non? Quelque chose comme ça. Ouais, voilà, il y a un for each. Du coup, ici, cette valeur qui est créée, et c'est pour ça qu'on a plusieurs. Bon, fin de la transition. Du coup, ce bytecode ici, il est transformé dans. Il veut dire toutes ces opérations-là. Du coup, si on lit cette valeur-là, on sait qu'on doit d'abord lire un compte, et ensuite on va lire le nombre de. Les noms des paramètres. Ensuite, on va lire la nouvelle opération, on va lire cette valeur-là, ensuite cette opération, il n'y a pas de paramètres, on va lire la suite, et ainsi de suite, on obtient du code. Ce code-là, bah, c'est, on va dire, l'assembleur du DGAC. Et suivant l'analyse, bah, on peut convertir ce code de l'assembleur dans ceci. Je vais soit expliquer plus tard, soit partir m'appuyer, jamais l'expliquer de ma vie. On verra. Mais tout d'abord, on peut voir dans ce code que nous avons voilà, des appels à des fonctions. Ces appels à des fonctions, ici c'est pas un bon exemple, Flaxis, tu m'appelleras pas quelque part toi. Voilà, des appels à des fonctions qui sont extérieurs. Pardon. Du coup, comment ces appels sont faits? Et bah ça c'est grâce à une autre section dans le script, et oui c'est presque clair, qui sont les imports. Voilà, du coup on a import offset et import count avec cette structure. Cette structure a une toute petite particularité, c'est que ce n'est pas directement un tableau. En fait, il va avoir l'import ici, qui aura un certain nombre d'adresses. Et ensuite, il y a adresse 1, adresse 2, adresse 3. Et ensuite, il y aura notre import numéro 2. Et vu qu'ici, le nombre d'adresses est dynamique, enfin, il peut pas dépasser cette valeur-là qui est 65 000, 66 000. Mais il peut être dynamique, du coup on ne peut pas trop savoir où est l'autre. Du coup la technique, si on veut lire ce truc, on va sauter une ligne d'abord, c'est, on fait ici import, cons, comme avant, et ici les imports, même principe qu'avant, le début c'est toujours la même chose, on se coupe pas de truc. Voilà, même principe ici, avec ici imports.
sauf qu'ici on va lire directement celui-ci. Et à la fin, pour passer au suivant, on ne peut pas vraiment passer simplement en +1. On va lire toutes les adresses. Du coup, une adresse, si vous l'avez toujours pas remarqué dans la structure, ça va être voilà, ça va être un entier en 32 bits. Du coup, tous les offsets, chaque fois, c'est 32 bits. Les comptes, en général, c'est des shorts en 16 bits. Et les hash des noms de script, c'est en 64 bits. Et c'est en 32 bits pour Black Ops 4, Black Ops Cold War et Black Ops 3. En 32 bits pour les noms et les namespaces. Mais sinon, c'est en 64 bits sur MW3 et Black Ops 6. Et M2 aussi. Donc, comment on lise les adresses? Les adresses, c'est super simple. C'est nos import +1. Du coup, juste après notre import qu'on est en train de lire, il y a l'adresse. Et comment on chope ici de nouveau l'import? Ça va être adresse plus l'import long d'adresse. Et ça, on va le cast en import. Voilà. Et donc ici, si on fait log info de je suis feignant, je le copie ici. Du coup, on remplace ça dans un beau petit import. Hop, je me suis fail. Voilà. Import namespace, c'est pas pour le petit cousin, ça marche. Ok. Donc, ici, on peut print tous les imports du script, qui doivent pas être vraiment nombreux, j'ai l'impression. Ouais, quand même. Si, j'ai oublié les appels. Du coup, nous avons import system function que nous pouvons voir si je fais comme ceci. Hop, nous avons function ici qui est appelée. Nous avons spawn struct ici. Hop, h. Le flag6 7 juste ici. Où est-il? Voilà. Et donc, comment tout ceci fonctionne? Ici, je peux aussi, avec la même manœuvre, ouais, j'utilise un string, on pourra directement print, je vous emmerde. Alors, hop, on va faire ceci. Et vu que c'est un petit, on fait ça, et là, on va mettre les adresses. Du coup, si on prenne comme ça toutes les adresses, on a comment expliquer ça? Du coup, tous les appels à spawn struct, il y en a un qui est ici, et il n'y en a pas d'autre. Pour les appels à ishash, il y en a un à 7 indices dans le fichier, et 7 indices dans ce fichier. Où est-ce que tout ça est? Et bah, je vais ajouter une autre option à la décompilation. Ça va être petit L et grand L. Petit L, ça permet d'afficher l'emplacement relatif du code. Et grand L, ça va pour être affiché l'emplacement relatif, l'emplacement dans le code, mais à partir du début du fichier. Du coup, si on fait comme ceci et qu'on va dans voilà, un call isArray, plutôt comme ceci, voilà, on peut voir ici 650C, et si on va dans isArray, on peut voir ici 650C. Du coup, quand le jeu va lire notre script, il va dans un premier temps charger tous les scripts ici, et il va regarder dans cette table ici des imports,
tous les différents scripts, tous les différents imports qu'il y a. Du coup, par exemple, isArray, je peux aussi le décompiler grâce au décompilateur avec I majuscule. Si je vais dans isArray, ça pourrait être un peu plus propre, voilà. Il va décompiler, il y a une adresse ici. Du coup, là, elles sont décompilées directement avec ça, mon affichage. Il sait grâce aux imports, aux flags ici, parce que comme pour tout, il y a des flags, j'ai oublié de le mentionner. Il y a des flags, pareil pour les export. Et ces flags vont expliquer qu'est-ce qu'on a sous les yeux. Du coup, ici, le flag, il y a un flag comme quoi c'est un appel dans un dev block. Du coup, c'est facilement lisible. Il dit que c'est dans register, non? Ouais. Après, les develop blocks qui sont inline. Ouais. Il n'y a pas de script, hein, mais c'est trop facile. Ouais. Du coup, ici, les asserts, c'est des dev blocks, ça c'est pas exécuté de base par le jeu. Du coup, par exemple, cet appel ici, il va pas être lié par le jeu vu qu'il sait que c'est un truc de développement et que nous on n'est pas en version de développement. Du coup, il va s'en foutre. Pareil pour assert, il peut pas le link. Ensuite, il sait que le spawn struct est juste ici. Du coup, BA. Pareil, hein, BA, on peut voir que si je vais dans l'implémentation, c'est encore register. On a B8, mais si on dépasse un peu, vu que ici on a le début de ça, on obtient BA. On peut voir que c'est un appel à une fonction. Et ouais, 20 et 2. Ouais, 2 c'est l'appel à la fonction, et 20 ça veut dire qu'il doit être. C'est une fonction qui doit résolve. Du coup, soit elle existe dans le script, soit c'est une fonction qui n'a pas de namespace, donc soit elle est dans le script avec le même namespace, soit elle est. C'est un built-in. Du coup, une fonction déjà implémentée dans le jeu, ce qui est le cas pour celle-ci, ce qui n'est pas le cas pour celle-ci ou celle-ci. Aussi, on peut voir, ça peut être un appel à un thread. Du coup, quand on fait un appel type thread quelque chose, c'est aussi lu ici. Si un mauvais OP code est généré, en fait le jeu va le remplacer à la volée. Je sais pas trop pourquoi il fait ça, mais il le fait. Ici, ça dit que c'est aussi une fonction. Ça peut avoir son importance parce que si on écrit le code println de hello et si on écrit self.println, c'est pas du tout la même chose. Du coup, ici, ça va être l'appel à la fonction println avec ces paramètres-là. Ici, ça va être l'appel à la méthode, vu qu'il y a quelqu'un qui appelle, avec ce nom-là et ces paramètres-là. Et celui-ci, je crois que ça fait une erreur parce que cette méthode n'existe pas, enfin cette fonction n'existe pas. Et celle-ci ne va pas faire d'erreur parce que cette méthode existe. C'est une méthode. Voilà. Bon. Méthode, comme j'ai dit, get, c'est qu'on va résoudre. Ouais. Et c'est tout pour les imports. Je crois. C'est où? Ici, nombre de paramètres, namespace. Ouais. Nombre de paramètres, oui, j'ai oublié d'expliquer ça. C'est assez marrant, hein, c'est une petite digression, comme j'ai l'impression d'en faire depuis tout le début. Imaginons qu'on ait. Voilà. On veut écrire le code A. Par contre, respecte-moi un minimum, qui va prendre V1, V2, et qui va faire V1 plus V2, qui est un très mauvais exemple. Voilà, on va faire if isDefined de V2
on va retourner vers plus V2, sinon on tourne directement vers. Quand on va appeler cette fonction, on a deux possibilités. Du coup, on peut faire, disons, on est dans B, on veut faire A2, 1, et on définit, et on peut faire A2, 2, 1 et 2. Sauf que ici, le undefined n'est pas obligatoire, on peut directement faire ceci. Et le jeu va automatiquement remplacer, lorsqu'il va appeler cette fonction, ici il va mettre la valeur 1 parce qu'on a mis 1, et toutes les valeurs après, ça va être remplacé par undefined. Et c'est comme ça d'ailleurs que les paramètres par défaut sont faits. Du coup, si on fait ici égale 6, en réalité ce que le compilateur de Treyarch ou le mien vont faire, c'est il va retirer ici le égal 6 et il va faire if is not defined w2 equals 6. Voilà. Du coup, c'est exactement le même code que si j'avais écrit ça. C'est juste que c'est automatiquement fait par le compilateur si je le fais ici et que c'est plus propre. Et c'est aussi plus élégant comme ça que d'écrire que de faire une suite de undefined. A noter que c'est évidemment une erreur de mettre trop de paramètres. Du coup ici, vu qu'il manque un paramètre, ça va vous faire une erreur lors de l'édition de lien. Et c'est pour ça qu'il y a le nombre de paramètres. Parce que ici, ça va créer un import A avec 3 paramètres. Et quand je vais lire, il va lire tous les exports. Il va voir, j'ai un export qui s'appelle A. Il a 2 paramètres. Et là, on est en train d'essayer de lier avec 3 paramètres. Du coup, c'est une erreur. Au même titre, si on a un VA, et ben là, on peut mettre autant de paramètres qu'on veut. Et ça n'aura pas d'importance. On ne sera pas bloqué par ceci. Et on peut en mettre autant qu'on veut. Et l'édition de lien ne va pas nous faire crash. Ce qui est pas mal. Et c'était la dernière partie des imports. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Pourquoi pas les strings. C'est marrant, les strings. Les strings, c'est les chaînes de caractères. C'est exactement le même principe que les imports. Du coup, je vais faire comme ceci. Hop, string 7. Hop, string count. Ça pour plus tard, ça on s'en fout. Hop, hop. Allez, on va copier. Normalement, il n'y a plus rien qui référencie ça. Parfait. Juste notre ami ici. Voilà. Bon, alors, le string, c'est exactement le même principe, hein, comme je dis. Ça va être, si je la retrouve, voilà, notre structure, suivie de toutes les adresses qui référencent cette string. Donc, nous avons le type qui vaut tout le temps 0, j'ai l'impression. Parce que les strings ne sont pas dans les fichiers GSC si elles sont dans des dev blocks. Elles sont dans des fichiers GDB qu'on n'a pas. Mais le type il vaut tout le temps 0, padding on s'en fout. Et l'adresse ça va être même principe. Où est-ce que la string sera située après notre tableau. Donc si on veut dump ça, on va faire et là lock info st sur étoile, on va dire exactement l'extraire, du coup string et on va faire ptr et tout ça on va le convertir en un joli petit pointeur qui nous permet ici de l'afficher. Et je suis en train de me dire que ça ne va pas marcher. Exactement, voilà.
Bon, on n'a qu'une déjà, mais on s'en fout. Ici, on remarque qu'elle est un peu une sale tête, notre string. C'est parce que sur Black Ops 4, enfin à partir de Black Ops 4, puis sur MW3 à partir de la version 8B et Black Ops 6, les strings sont encryptés. Du coup, je vais pas trop m'embêter. Non, c'est pas ça. Peut-être que je l'importe. Ouais, ça doit être ça. Du coup, hop, decrypt string S. Ouais, je suis fatigué. Voilà. Et donc, bon, pour Black Ops 4, je l'ai déjà disponible, mais pour tout ce qui va être Black Ops 6 ou Black Ops Cold War, l'algorithme est un peu complexe. Du coup, lorsque je dump les scripts, j'ai aussi une fonction qui va appeler dans le jeu la fonction de décryptage. Mais pour Black Ops 4, c'est déjà fait. Et comme on voit ici, on voit que notre string c'est décompilé. Donc, si on va ici, on peut directement chercher pour notre ami. Voilà, du coup, il y a une opération spéciale qui s'appelle getString et qui va être ici liée à cette valeur-là. Du coup, on a quoi 4C, voilà. Du coup, 4C, ça va être l'emplacement ici de la string. Ici, c'est pas la string qui est stockée, évidemment, ça va être un numéro qui va décrire la string pour le jeu. Du coup, quand le jeu va dire getString cette valeur, il va remplacer ça, et ensuite, à l'intérieur, il va se dire, je sais que ce numéro correspond à cette string. Bon, ça n'a pas trop d'importance, c'est juste que le script ici, au début, il y aura la string qui va être remplacée. Et voilà, juste pour la partie string. Et donc, on a tout fait des parties les plus importantes, du coup, import, export et string, qui correspondent aux parties les plus importantes d'un script GSC. Qu'est-ce que je peux expliquer d'autre Sur un même principe que les strings avec les paramètres, enfin les nombres d'adresses, on a les variables globales pour Black Ops 4 et Black Ops Cold War. Du coup, quand on fait un appel à, par exemple, level ici ou là, on a get global, et ici on a level. Sauf qu'en fait, ce level là, en fait, sur Black Ops 4, on peut avoir 16, je crois, variables globales, mais elles sont pas toutes utilisées. Et ils ont peut-être pas toujours le même ordre, même si c'est toujours le même ordre. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont mis un seul opérateur qui va faire get global et qui va lire en option l'idée de la variable globale. Et voilà ce que ça fait. Et du coup, pareil, il y a le nom de la variable globale, il y a le nombre d'adresses où elle est référencée. Pas trop, vraiment impressionnant. Et ça sert à rien. Voilà. Bon, voilà plus ou moins la tête d'un script GSC. Bon, je peux expliquer ensuite comment va fonctionner le décompilateur. Si vous voulez vous barrer, on s'en fout, hein, ça sera pas vraiment utile. Alors, qu'est-ce que fait le décompilateur? Déjà, il commence ici, qui va appeler ceci. Voilà. Il va lire tous les paramètres, ça on s'en tape, ça on s'en tape aussi, tap. Bah, il fait pas mal de choses. Voilà. Du coup, pour tous les fichiers, il va voir si ça finit avec une des extensions qu'on aime bien. Ça, en vrai, je devrais le virer, mais on s'en fout. Et il va essayer de décompiler ça. Du coup, GSCC, c'est un script compilé, CCC, c'est un script compilé pour le client.
JSCBin, CSCBin, c'est des mauvais noms, mais c'est pour un autre format. JSCH, c'est pour les headers, parce que sur Black Ops 3, on peut faire des headers qui peuvent être insérés, mais ils ne sont pas compilés. Enfin, c'est les fichiers, ils deviennent vides à la fin. Sur Black Ops 4, ils ne sont pas compilés. Et GSIC et CSIC, c'est des pour le compilateur de Serious, pour ajouter plus de fonctionnalités à GC. Du coup, on s'en fout un peu. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça va lire, ça va s'occuper du script. Faut voir que je ne connaissais pas trop le C++, du coup le code est assez moche. Voilà, ici ça devient marrant. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va voir le magic du fichier. Du coup, il va retirer ici le premier octet, du coup cette valeur-là. Et il va voir est-ce que ça correspond à ça. Du coup, ici ça met un 0,0. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est un fichier de soit M2E3, soit Black Ops 6. Et du coup, il va lire ici le numéro de la VM. Si c'est pas le cas, il va regarder tout ce nombre sauf cet octet ici. Et il va voir si ça vaut cette valeur-là. Et si c'est le cas, ça veut dire que c'est un fichier de Treyarch. Et donc, il va lire l'octet qui se situe ici. Du coup, 36, 1C, 38 pour le code noir. Et voilà. Bon. Après, si ici il lit GSC, c'est pour les scripts d'Infinite Warfare, mais avant MW2. Du coup, c'est pas supporté parce qu'il existe déjà cette magnifique chose qu'on appelle hop, GSC Tool. Juste ici. Voilà. Et qui supporte déjà tous les scripts. Du coup, je m'en tape. C'est pas mon taf. Voilà, du coup, comme je dis, 4 octets, GSC backslash 0, GSC backslash 0. Et s'il trouve pas, bah, il envoie chier. Ensuite, il va lire la VM, vraiment important, il va lire le reader. Le reader, c'est que... où est-ce que ma démo? Elle est là. J'ai présenté ça comme c'est le début d'un fichier GSC. En réalité, c'est le début d'un fichier GSC pour Black Ops 4. Parce qu'on remarque qu'ici, c'est pas du tout le même ordre pour Cold War. Du coup, ici, par exemple, si on prend le nombre de variables globales, il est là. Et il y a un truc ici, pareil pour... ouais, c'est toujours plus ou moins la même taille, mais si on prend par exemple Cold War, la dernière version, on peut voir que c'est plus du tout le même ordre. Même principe. Du coup, c'est plus dérangeant. Pareil pour Black Ops 3, pour MW3, même si entre MW3 et Black Ops 6, il n'y a pas eu vraiment de différence. De mémoire, il y a celui-là. Non, celui-là. Ouais, voilà, il y a ça qui s'est ajouté. Non, même pas. Il y en a un qui a bougé en France. C'est quasiment le même entre Black Ops 6 et MW3. Et sinon, il y a 2-3 trucs qui vont changer, comme les hash, ils peuvent être entre 32 bits, d'autres pour 64 bits, c'est pas vraiment important. Hein. Genre, si j'ouvre les sources, ici, on peut voir que les variables elles sont 64 bits, ça n'a pas vraiment d'importance. Le nom, ouais, il y aura différents types de hash, enfin bref, c'est à peu près pareil. Enfin bref, une fois que c'est fait, c'était là. Nous avons un reader qui va être exécuté. Du coup, pareil, c'est suivant sur ici 64 bits ou 32 bits, c'est toujours pareil. Le header, ça c'est quand on utilise le compilateur, du coup on s'en fout. Ça va choper un nom, on s'en fout. Et là, ça va lancer le décompilateur lui-même. Du coup, qu'est-ce que ça va être répété date header? Ça va être, si je lance ici, avec le H majuscule, ça va afficher ceci.
Du coup, le nom du script, la taille, le magique, du coup la VM qui est associée, le nom, le type qu'on a choisi, le PC. PC parce que oui, qu'est-ce que j'ai oublié de dire, c'est que là on a des opérations, mais ces opérations ne sont pas les mêmes si on est soit sur PS4, soit sur PC. Je peux même le montrer si je fais TPS4. On peut voir que ici il va galérer parce que bah voilà, c'est plus les mêmes opérations, du coup il arrive plus à décompiler. Du coup si je repasse en version PC, qui est version par défaut, il arrive de nouveau à compiler. Décidément. Du coup, juste afficher ça, hein, ça dépend pour tout ce qui va être ça va être dépendre du jeu. Hein. Ensuite, nous avons les strings. Du coup, ça va choper l'offset, ça va les lire et les lier. Du coup, sur Black Ops 4, il y a plus d'informations, mais on s'en fout au final. Du coup, je les traite plus après. Et ça va dire qu'est-ce que ça va faire. Voilà, ça va décrypter la string. Ensuite, ça va l'afficher si on a besoin de l'afficher. Et ah non, ici c'est juste pour l'affichage. Ouais, du coup, il n'y a rien ici qui sert. C'est cette partie-là qui est importante. Du coup, la partie qui s'appelle patch code. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça, on s'en fout, c'est M2 et 3. Ça va prendre tous les imports en premier. Et ça va les remplacer. Du coup, ça va lire tous les flags. Les flags, on va voir le flag si il dit que c'est une fonction méthode. Du coup, c'est par exemple si on fait... on est en train de référencer une fonction. Du coup, c'est ça que ça veut dire. Si on appelle une fonction, avec un thread, avec un child thread, une méthode, et ainsi de suite. Sinon, ça retourne une erreur. Ensuite, qu'est-ce que ça va faire? Ça va écrire à cet emplacement-là le nom de la fonction, enfin indiquer que à cet emplacement on a une fonction. Parce que de base, c'est pas écrit. Même principe pour les variables globales, ça va dire à cet emplacement-là j'ai une variable globale et je référencie ici avec un nom que j'ai déjà utilisé. Pour le string, exactement le même principe. J'ajoute la string, je la décrypte et je dis à chacun des emplacements, j'écris la valeur que je veux. Pour les dev strings qu'on a pas, même principe, les animations, qui j'ai pas expliqué, mais les animations c'est pareil, c'est une structure, c'est juste à indiquer. J'utilise cette animation, et les animations qui ne sont pas sur Black Ops 4 ni Cold War, mais qui sont sur tous les autres. Je crois qu'elles ont été retirées vu qu'elles étaient présentes dans Black Ops 3. Alors, une fois qu'on a patché tout notre code et qu'on sait que quand on va le lire, on va trouver les informations qu'on veut, on peut vraiment commencer à décompiler le script. Du coup, ici, on va avoir les includes. Sur Black Ops 3, petit truc, c'est que c'est des strings, c'est pas des hash. Du coup, il faut lire les includes comme des strings. Alors que sur Black Ops 4, il faut les lire comme des hash. Enfin, Black Ops 4, tous les autres, quoi. Tous ceux après. Les variables globales, les imports, les animations. Et là, c'est là qu'on va décompiler les fonctions et que ça va devenir vraiment intéressant. Du coup, on lit chacune des opérations. On va dire set export. On va afficher le namespace, c'est différent du précédent. Du coup, en réalité, quand on écrit dans un script... j'avais pas mon petit exemple là, il était pas mal. Voilà. Quand on écrit dans un script namespace... et ce truc, en fait, ça va faire que toutes les fonctions qui vont se situer après ça auront ce namespace. Mais après, si je fais point B, ça veut dire que toutes les fonctions après ça auront celui-ci, mais toutes les fonctions après celui-ci auront ça, comme namespace. Le namespace n'est pas directement encodé là où il est. Du coup, quand ici on a un namespace différent, du coup on va lire la fonction A, on va voir quel est ce namespace de base on n'avait pas, du coup on va écrire ce namespace. On va lire la fonction B, on remarque que le namespace est différent, du coup il faut le notifier comme quoi
un espace différent. Et c'est ce que fait ce script. Genre s'il est différent de celui actuel, bon, on l'écrit. On vérifie quand même que le script essaie pas de nous gruger et que c'est bien un bon emplacement. C'est pratique quand on cherche les nouveaux scripts, enfin essayer de découvrir la structure. Ça m'est jamais arrivé, je savais même pas que c'était là. C'est simplement si on a deux fois le même nom. Ça pourrait être marrant de faire ça. Ensuite, on affiche le header. Qu'est-ce que c'est? Le header, c'est ce petit bout de code là. Du coup, le namespace, nombre de paramètres, c'est du sum. Ici, d'abord, on va désassembler le script. Le désassemblage, c'est convertir le bytecode dans ce merdier ici. Voilà. Et pendant qu'on va exécuter le désassemblage, on va simuler une exécution du script. Du coup, je peux le faire ici. On va simuler, du coup ça va créer des variables. Du coup, on va register 4 variables. Ici, on va mettre une évaluation d'un field d'une variable globale. Du coup, on va mettre ça, on va l'envoyer. On va mettre isDefined, so il n'y a pas une option pour tout dans le décompilateur. C'est vraiment, si vous pouvez voir les options, c'est impressionnant. Il y a display stack, voilà, ça c'est bien. Voilà, bon. Ici, on voit que la pile qui va être exécutée. Voilà, la pile est exécutée, elle vaut rien. Une fois qu'on a exécuté ça, on va stocker ceci. Du coup, le voilà. Quand on va faire le isDefine, on va retirer cette valeur-là et on va voir si elle est définie. Et on va envoyer le résultat. Du coup, le voilà. Jump on false, ça veut dire qu'on va sauter à cet emplacement-là si la valeur ici, elle est fausse. Du coup, on la récupère. Sinon, on va continuer ici. Et là, même principe, on évalue la variable locale, du coup, named. Ici, le field, du coup, de ceci. Du coup, on a des objets. On évaluerait, du coup, on considère ça comme notre tableau et ça comme notre indice. Du coup, ça convertit en appel d'arrêt, isDefine, du coup, ceci. Casse-boule, ça sert à rien. Et vu qu'ici, on avait notre jump and false qui se situe là et ici, et on sait qu'un jump and false, ça va être soit c'est faux et on doit sauter, soit c'est vrai et on ne doit pas. Enfin bref, c'est la façon d'implémenter cet opérateur là. Du coup, on sait qu'on doit prendre la valeur qui était ici et sinon la valeur qui était précédente. Du coup, la voilà. Et ainsi de suite, on peut continuer très longtemps. Et une fois qu'on aura simulé la pile, est-ce que c'est un peu long? Ouais. On va peut-être faire avec un truc un peu moins chiant. Voilà, spawn struct. C'est toujours marrant. Bon. Au final, voilà, on a ce truc qui est décompilé là, qui est décompilé là, qui est compilé là. Et au bout d'un moment, on a un saut qui va être fait. Et le saut, on sait que ça va être un if. Du coup, il va être décompilé dans un if. Enfin bref, on simule l'API, l'exécution du script et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le même principe que n'importe quel décompilateur, genre Lida ou Binary Ninja ou je sais pas quoi. C'est juste que là c'est exécuté pour le GC. Cette partie c'est si on a eu un pépin, mais on n'a jamais de pépin. On peut afficher le header parce que, truc marrant dans l'header, on a ici la taille. Et la taille, on ne peut pas la savoir avant d'avoir tout désassemblé. Du coup, c'est pour ça qu'on le réaffiche. Et c'est pour ça que quand on a le désassemblage, on a d'abord la size ici, qui est fausse. Du coup, elle vaut 2, parce que de base, on a un seul opérateur. Du coup, soit c'est la fin du script directement, soit c'est l'opérateur. Et sinon, on a ici la vraie taille, du coup, final size, ici, qui est la valeur qu'on a trouvée en décompil, qui est ici, juste après le end.
Et du coup, on peut afficher ça et avoir la bonne taille. Ça, je vais pas rentrer dans le détail. Ça, c'est pour désactiver certaines parties des décompilateurs. S'en fout. C'est juste qu'on peut faire plein de petits détails pour les tests. C'est plus trop utilisé maintenant que les décompilateurs ils marchent, mais ça servait. Et même principe, mais là c'est pour décompiler les classes. Je vais pas expliquer les classes parce que c'est trop chiant les classes. Les données de débugage, pareil, c'est pour plus tard, ça sert à rien. Et voilà. Ensuite, bah, on a presque tout. Juste, il y a juste ASM. Est-ce qu'on a la fonction erase, set handle? Non, c'est pas là, c'est pas là. Voilà, dans dump ASM, c'est là que c'est intéressant parce que cette fonction va exécuter les scripts du jeu. Ça, on s'en tape. Il va lire où est-ce qu'on est. Du coup, c'est ça que c'est. Il va lire l'OP-code. Du coup, si on est sur une VM qui a un OP-code en 16 bits, il va lire l'OP-code en 16 bits. Sinon, il va le lire sous la forme d'un octet. Du coup, NVE3, Black Ops 3, Black Ops 6, ou sinon Cold War, Black Ops 4 et un peu de Black Ops 3. Il va essayer de choper de cet OP-code. Voilà. S'il y a un pépin avec l'OP-code quelque part, voilà, il va faire, il va s'arrêter, il va dire qu'il y a un pépin. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Si l'OP-code est trop gros pour quand on a 16 bits, en fait, toutes les valeurs sont pas utilisées. Si on sur Black Ops 3, on a les valeurs de 0 à 0x, ça. Sur Black Ops 4 et Cold War, on a les valeurs de 0 à 0f. Et du coup, si on sait que notre valeur elle est supérieure à ça, et bah on sait qu'on a une erreur. Et même principe pour celui-ci, du coup c'est un petit peu plus, c'est un peu mieux sur Black Ops 4 et Cold War parce que si on a un pépin, bah, c'est plus facile de se repérer et c'est plus facile des bugs. Et ça crache pas comme sur un autre jeu. Bon. Après, ouais, je peux expliquer où est-ce que c'est. Toutes ces parties sont dans le jeu. Hein. Ouais, je m'emmerde, hein, j'arrive pas à dormir. La technique pour choper ceci, c'est soit on sait dans IDA déjà comment on appelle ça, le magic, et on le cherche directement. Du coup, si on le cherche, il va nous choper tous les résultats. En théorie. Non. Pas. Ouais, voilà. Mais du coup, il va nous choper Magic. Sinon, la technique quand on ne sait pas du tout, c'est de faire ceci, sauf qu'on remplace ici cette partie-là par des points d'orientation. Et il nous sort exactement le même résultat, sauf que si la VM c'est pas la même, et ben il nous sort quand même le même résultat. Ça marche pour toutes les VM que j'ai testées pour l'instant. Du coup, les autres je m'en fous. Et une fois qu'on a un peu décompilé tout avec IDA en décryptant tout, on peut voir. Voilà, du coup ça va être quand on va charger le script. Notre script ici, juste là. Le premier truc que ça fait, ça va charger tous les includes. Du coup, même code que moi, ça prend include asset, ça convertit dedans. Ça va récupérer le hash ici. Est-ce qu'on s'en fout? Ouais, on s'en fout. Voilà, ça va le choper. Ici, ça va essayer de choper l'asset et
ça va choper tous les includes et ça va essayer de les lier. Du coup, ici un petit bout de code pour vérifier quand même qu'on n'est pas en train de lier en boucle le même script, ce qui peut être assez problématique, mais possible. Et donc, ça va lier tous les scripts entre eux. Une fois que ça sera fait pour ça, on va attacher les callbacks. Du coup, les callbacks, c'est ce que j'ai expliqué tantôt dans callbacks shared, dans les event handlers. L'event handler, c'est un flag, comme je l'ai annoncé dans l'export, qui vaut 0,40, enfin 40 en hexadécimal. Et du coup, si l'export à ce flag, il va être exécuté comme quoi à cette adresse là on a un callback avec ce nom et ce namespace. Du coup, si on veut émettre un événement, et il faudra appeler cette fonction là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Il est où mon script? Il est là. Voilà, on a cette seconde fonction qui là va s'occuper de toute la partie lien, mais sur les variables, les strings et tous les autres. Du coup, ici, pareil, même code que moi. Ça va lire les strings. Ensuite, ça va doubler pour les adresses. Et ça va créer, comme j'ai expliqué, une valeur spéciale qui va être posée à l'emplacement indiqué. Du coup, V13 ici, c'est K, et K, c'est quoi? C'est les adresses après notre string. Ici, même principe pour les variables globales. Oui, ça l'a voulu, je crois, je suis pas sûr. Et ça va le mettre. Et ensuite, on a GOC Object Resolve qui là va s'occuper des imports. Et donc, premier truc que ça vérifie ici, est-ce que nous avons une fonction de dev? Si c'est le cas, on l'ignore. On passe à la suite. Ici, 1, c'est pour les imports, comme je l'ai expliqué, genre syst. Whitetail, je crois que ça existe, ou sysfly, on s'en fout. Ça va être pour les références comme ça. Du coup, ça va choper tous les includes. Bizarre, c'est pas censé, ouais. Ça va choper. Qu'est-ce qu'il faut? Ah ouais, voilà. Ça va choper dans tous les includes de notre script. Ça va chercher pour chacun des includes. Dans un premier temps, on va chercher dans tous nos scripts actuels. Dans notre script actuel, dans chacun des exports, est-ce qu'il y en a un qui correspond à ce qu'on est en train de chercher? Si c'est pas le cas, on va à la suite. Ensuite, on va chercher dans tous nos includes qui sont là. Ouais, par contre, voilà, on va chercher dans tous les includes ici. Est-ce qu'on trouve un script de ce nom? Bon, s'il y a un pépin, ça crache. Mais en général, ça crache avant. Parce que c'est lié précédemment. Et on va chercher dans chacun de ces scripts, est-ce qu'on trouve la méthode qu'on veut? Du coup, si on a beaucoup d'includes, en théorie, ça va prendre beaucoup plus de temps. En réalité, c'est négligeable comparé à tout ce qui est chargé dans le jeu. Du coup, pour chacun des includes, on cherche est-ce qu'il y a la fonction qu'on a référencée qui existe. Si c'est pas le cas, on cherche la suite. Si c'est toujours pas le cas, on va chercher dans les fonctions built-in, du coup implémentées dans le jeu. Ici, on a suivant si on est dans la VM client ou serveur. Même principe si on cherche une méthode ou une fonction. Ici, vu qu'on est en train de parler d'une référence, du coup, on ne peut pas vraiment dire si c'est une méthode ou une fonction. Et c'est pour ça que ici, dans les VM de Black Ops 4 et Black Ops Cold War ou Black Ops 3, il a été fait le choix de on s'en fout de savoir si c'est une méthode ou non, on va chercher les deux. Mais dans la VM de M2 et 3 ou de Black Ops 6,
Le compilateur sait si ce qu'on est en train d'écrire est une fonction ou une méthode. Du coup, il va directement écrire je cherche une méthode ou je cherche une fonction. C'est pour ça d'ailleurs que si vous faites avec println ce code-ci sur le compilateur Black Ops 6, il va simplement refuser. Parce qu'il ne peut pas savoir si c'est une méthode ou une fonction parce que je ne l'ai pas encore implémenté. Mais sur Black Ops 4, c'est beau, c'est propre, il vérifie pour nous, il est sympa. Si le type, par contre, c'est une fonction de développement et que ici on n'a pas indiqué qu'on voulait des fonctions de développement, bah ça nous crache quand même. Parce que certaines fonctions de dev sont encore dans le jeu, et saura pourquoi. Et il faut juste pas les appeler, sinon ça nous fait crash. Avec un erreur code qui doit être épars, mais que je m'en fous. Bon. Ensuite, c'est à peu près le même code pour tous les différents types d'import. Hein. Ça va être le même, c'est juste que par exemple on peut pas appeler avec un thread ou un chat thread un built-in. Et sinon, bah, c'est tout. Ouais. Oui, voilà. Bon. Si on appelle un built-in ou si on appelle une fonction, ce n'est pas le même opérateur. Et du coup, le jeu va quand même choisir pour nous un opcode pour émettre parfaitement ce qu'on a besoin. Parce qu'il est sympa. Mais en réalité, avec le compilateur, en théorie, c'est déjà fait. Ça indique déjà, vu que soit le script est soit c'est déjà à l'intérieur de notre script, et du coup on a le nom de la fonction, et du coup il sait qu'il peut émettre un appel à un script. Si c'est hors de ça, il peut supposer que c'est un appel à un built-in, et si c'est un namespace, évidemment c'est un script. Voilà. Bon. Et c'est tout pour la partie édition de lien. Ce qu'on va chercher maintenant, ça va être execute. Execute, voilà. Execute, ça va être toute la partie qui va être qui va exécuter le code du jeu. Alors, comment est fait ça? Il va lire à la position dans le script un opcode. Du coup, ici, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en 16 bits. Il va voir si c'est supérieur ou non la limite de la VM. Du coup, ici, je vais dire FFF. Bon, il met un égal, du coup, c'est 1000, on s'en fout. Et si ce n'est pas le cas, et ben, il va regarder dans cet immense tableau et il va lire, voilà, du coup il va dire wait frame par exemple, cette opération, et il va l'exécuter. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Wait frame, je sais plus. Ouais, bah, wait frame ça attend. Du coup, il va regarder sur le tas, il va choper parce que sur Black Ops 4 et Black Ops Cold War, on fait wait frame, on doit indiquer une valeur ici. Sur M2L3 et Black Ops 6, on ne doit pas l'indiquer vu que c'est tout le temps 1, enfin presque tout le temps. Du coup, ici, il va lire ce 1, il va vérifier que c'est bien un entier, sinon il va faire cette erreur ici. Et sinon, bah, il va faire tout son petit point pour arrêter le thread et attendre plus tard. Ici, ouais, si on est dans un profile en cours, ça nous fera une erreur parce qu'on ne peut pas faire un profiling avec des waits. On doit exécuter ça dans un code sans wait. Bon. Et voilà. Bon, c'est à peu près tout. Hein. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ici, il y a une grosse table avec toutes les opérations. Ça vient du fait que sur Black Ops 4, Black Ops Cold War et un peu de Black Ops 3, ça va être en 16 bits. Mais sur MW3 ou Black Ops 6, vu qu'on est seulement sur un octet, et bah on sera sur un immense switch avec beaucoup de cas. Genre si on a 0, si on a 1, si on a 2, si on a 3, si on a 4, si on a le décompilateur à côté. Et du coup, si
ici on a ces valeurs là que je peux montrer, je pense. Je crois que c'est celui-là. Si c'est bien. C'est en train de charger sur l'autre écran au cas où. À l'inquiétude. Ouais, ça a l'air de prendre ça un peu de temps. Waouh, 1h20, vache. S'il y a des gens qui sont là, GG. Du coup, même principe pour les VM d'Infinity Ward, c'est juste que, comme j'ai expliqué, mon Dieu, voilà, ça va lire, où est-ce qu'on est? Voilà, ça va lire un OP code, et ensuite ça va regarder dans un switch, est-ce qu'on est à un 17, est-ce qu'on est à 9, est-ce qu'on a un 10, et ça va exécuter suivant, au lieu de faire comme dans Black Ops 4, on va directement lire ici. J'avais dit la méthode détour, et juste pour montrer, si on fait comme ceci, on remarque que ça trouve. Voilà. Ouais, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Voilà, du coup, il trouve quand même le Magic. C'est toujours à peu près le même code, hein, le nom includes. Ici le nom, il va lier, le script qui est toujours là, c'est un peu plus spartiate parce que je fais ça à la vite et que je m'en tape un peu le Black Ops 6 comparé à Black Ops 4. Ici ça va être quoi, les strings, vu qu'il y a tous les trucs de décryptage. Il n'y a pas des valeurs globales sur Black Ops 6. Et sinon, même principe, de toute façon c'est le même code qu'il y a 2 et 3, le décompilateur peut déjà gérer ça. Il va lire les imports, on peut voir que c'est exactement le même code alors que le jeu sortira 6 ans après Black Ops 4. Et sur Black Ops 3 c'est pareil, c'est toujours plus ou moins la même idée. Voilà, bon, je crois que vous avez plus ou moins l'idée de comment maintenant font ces scripts. Hein. N'hésitez pas à ne pas me poser de questions, parce que je m'emmerde peut-être pas suffisamment. Allez, bon bah salut hein.